Nous allons voir maintenant les 10 domaines de connaissances. On l'a dit, le management de projet pour le PMBOK, pour le PMI, c'est appliquer, avec de l'expérience, des connaissances. Il faut avoir des connaissances en gestion de projet, mais la gestion de projet, c'est vaste. Et avec cette image, je vais vous présenter les 10 domaines de connaissances sur lesquels vous devez vous renforcer pour pouvoir passer avec succès la certification PMP. Alors, le domaine de connaissances le plus structurant pour la gestion de projet, c'est le premier qu'on appelle l'intégration. Alors, il s'agit d'intégration, non pas de l'intégration système, c'est-à-dire rassembler des systèmes entre eux et les faire fonctionner ensemble. Non, c'est de l'intégration de projets, de rassembler toutes les pièces du puzzle. On va voir qu'elles sont nombreuses, il y en a donc 9 autres pièces dans le puzzle. Et comme un chef d'orchestre, faire jouer de façon harmonieuse toutes ces pièces. Alors, les chiffres, je vous l'ai dit, commencent à 4 et se terminent à 13. Donc de 4 à 13, ça fait 10 domaines. Tout simplement pour bien coller au PMBOK, puisque les chapitres sont dans cet ordre-là. Le chapitre 4 étant l'intégration, 5, 6, 7, ainsi de suite. Deuxième domaine de connaissance, alors il n'y a pas d'ordre, hein, c'est juste pour faciliter l'apprentissage, mais il n'y a pas d'ordre particulier. Le deuxième domaine, c'est le contenu. Donc, je l'ai symbolisé avec un bonhomme qui tient un stylo. Alors maintenant, on n'écrit plus forcément avec un stylo, mais l'idée d'avoir une documentation, un référentiel d'exigence, un cahier des charges, quelque chose qui va nous permettre de savoir où on va. Donc, le contenu, ça sera à la fois le contenu du projet et le contenu du produit. Qu'est-ce que l'on va développer sur le projet et qu'est-ce qu'on va développer comme produit ou service. Donc, on va retrouver des spécifications, on va retrouver de la conception, du design, on va retrouver peut-être aussi un cahier de recettes, on va trouver beaucoup de choses qui nous parlent de la solution que l'on va fournir. Le domaine de connaissance suivant, la gestion des délais. Alors, il ne faut pas se mentir, c'est probablement le domaine sur lequel on attend le plus le chef de projet. À la limite, la gestion du contenu peut être gérée par un analyste, quelqu'un qui n'a jamais vraiment fait beaucoup de projets, mais qui est capable quand même de décrire le besoin. Là, la gestion des délais, ça nécessite effectivement une bonne maturité sur le concept du temps, le concept d'engagement, la notion de perte de temps, de gaspillage de temps, et surtout la notion d'estimation. Donc on verra pas mal de techniques d'estimation. Être capable de fournir un échéancier de projet, c'est-à-dire un planning. Quatrième domaine de connaissance, la gestion des coûts. Effectivement, l'argent, c'est le nerf de la guerre. Pas d'argent, pas de projet. Pas d'argent, pas de résultat. Pas d'argent, pas de produit. Donc c'est un petit peu le fuel qui va faire tourner le moteur. On peut avoir une belle voiture, mais si on n'a pas d'essence à mettre dedans, pas de gasoil, ça ne va pas marcher. Pas de batterie électrique. Donc il va falloir être capable d'estimer les coûts au plus juste prix. Là encore, des techniques d'estimation vont être nécessaires grâce à de l'analyse, grâce à de l'évaluation. Et puis être capable d'expliquer, justifier ces coûts pour obtenir un bon budget, en présentant le niveau de qualité, le niveau de gestion. Un projet qui ne documenterait pas suffisamment ses estimations risquerait d'avoir moins d'argent qu'un projet
qui explique bien comment sera utilisé l'argent. Parce que l'entreprise, le top management a peur du gaspillage. Si on regarde l'histoire des projets, c'est rare les projets qui arrivent à l'heure et qui ne dépensent pas plus d'argent que prévu initialement. C'est souvent un sujet tabou, l'argent dans les entreprises, mais ça ne devrait pas l'être, puisque c'est en parlant qu'on va pouvoir expliquer. Il y a souvent un problème de maturité, le sponsor ou la personne qui finance a l'impression qu'on lui en demande trop, alors va couper dans le budget en disant mais ça on n'est pas obligé de le faire. Enfin, va un petit peu s'inviter dans la gestion de projet, le chef de projet ayant peur qu'on lui donne pas assez d'argent va en demander plus en pensant qu'il en aura moins. C'est souvent un peu biaisé et puis c'est pas très honnête. Donc il faut tenir bon, expliquer point par point où va passer l'argent, bien sûr prévoir une réserve, une contingence par rapport au risque, une provision, mais il faut quand même être capable de bien justifier les dépenses. Domaine de connaissance numéro 5, suivant, on va dire, puisqu'ils ne sont pas numérotés de 1 à n. La gestion de la qualité. La qualité, c'est un terme qui a souvent été dévoyé. Tout le monde prétend faire de la qualité. Voilà. Même quand c'est vraiment un prix au ras des pâquerettes, c'est toujours de la qualité. Alors, la qualité et le prix, c'est deux choses différentes. On peut avoir une qualité planifiée assez limitée pour un prix limité. La qualité, c'est quoi? C'est quand on est capable de satisfaire les exigences fournies par les parties prenantes. Si les parties prenantes veulent un mouchoir jetable, alors je leur fournis un mouchoir jetable. Ça ne coûte pas très cher. Néanmoins, là aussi, sans que ça soit tabou, au contraire, on a tendance, c'est un totem, on en parle trop. On en parle beaucoup de la qualité et puis on n'en fait pas tant que ça. Donc il va falloir expliquer ce que l'on va faire pour assurer la qualité, le contrôle qualité, toutes les techniques pour vérifier que le produit va répondre à des normes, à des exigences, à des besoins. Et puis que ça marche. Domaine suivant, la gestion des ressources humaines. Alors les RH, c'est important. On ne parle pas de machine ici, on ne parle pas d'argent, on ne parle pas de temps, on parle d'humain. L'humain et ses compétences, l'humain et sa capacité à résoudre des problèmes complexes, l'humain et sa créativité. Donc c'est bien ça qu'il va falloir valoriser. Je fais travailler des humains parce qu'ils apportent de la valeur à mon projet. Je ne fais plus travailler malheureusement pour elles les sténodactylos parce que j'ai aujourd'hui un outil qui me permet de taper moi-même mes rapports et de les imprimer. Donc l'humain va jouer un rôle important sur le projet parce qu'il amène des connaissances, des compétences, de l'expérience, de l'expertise. Mais il amène aussi son lot d'émotions, son lot d'affectifs, et parfois le chef de projet devra faire face à des conflits. Conflits parce qu'il y a parfois trop d'autorité ou trop de hiérarchie, pas assez de communication, pas assez de compréhension mutuelle. Bref, il faut gérer ses ressources humaines intelligemment, aussi parce que ça coûte cher. Effectivement, quand on peut automatiser une tâche, ça coûte moins cher que l'humain. L'humain a des coûts, mais il est censé amener de la valeur aussi. Et c'est ça qu'il faut valoriser. Domaine de connaissance suivant, la ou les communications. Bien communiquer est toujours difficile pour un chef de projet. Là, je vous parle, mais est-ce que je communique bien? J'ai du mal à le savoir, puisque vous ne me répondez pas. Donc effectivement, dans la communication, il faut être deux. Donc là, vous m'entendez, mais vous ne pouvez pas me parler. Il ne faut pas que ça soit frustrant. Si vous voulez me contacter, il y a un formulaire dans le bas de la page. Effectivement, la communication, c'est important. Parce que je sais des choses, vous savez des choses, on sait des choses, chaque partie prenante sur un projet sait des choses. Mais est-ce que tout le monde a besoin de partager tout ce qu'on sait? Non, bien sûr.
Néanmoins, certaines choses, oui. Et les choses importantes, les choses qui vont avoir une influence sur les relations, sur le travail, sur les dates de livraison, sur les coûts, sur les délais. Donc j'ai besoin de communiquer un certain nombre d'éléments qui peuvent être tout à fait factuels. Mais je peux aussi communiquer des choses qui sont gênantes. Un fournisseur qui n'est pas à la hauteur de ses engagements, ça peut être le début d'un conflit. Une ressource humaine, pareil, qui ne travaille pas suffisamment, qui ne travaille pas très bien, il faut communiquer. Donc la communication, elle est partout. Simplement, en voulant trop bien faire, le chef de projet, qui à la base est peut-être un technicien, peut-être un développeur qui a évolué dans le poste de chef de projet, n'a pas forcément de technique de communication. Alors le bon sens est important, mais on verra qu'il y a aussi des choses à prendre en compte. Il y a un petit peu de théorie, un petit peu de technique et surtout beaucoup de pratique sur la communication. L'expérience, là encore, fait la différence. La communication, ça peut être des mails, du téléphone, ça peut être, comme ici, du vidéo learning, ça peut être aussi des comités, des réunions physiques, des conf calls, des vidéo calls, du Skype, des rapports sous Word, enfin bref, on peut y avoir beaucoup de façons de communiquer. Ça sera à vous de gérer le bon moyen au bon moment. Trop communiquer, c'est pas bon, communiquer pas assez, c'est pas bon non plus. Donc ça sera un juste équilibre à trouver. La gestion des risques. Alors le risque, vous voyez, il n'est pas dans les premiers domaines. C'est pas parce qu'il est moins important, c'est qu'à chaque fois, effectivement, on n'y pense pas. Pourquoi on ne pense pas à un risque? Parce qu'on ne le voit pas. Il est où le risque? On peut chercher partout. Je ne vois pas de risque. Donc effectivement, nos yeux, nos oreilles, notre toucher, notre gustation, on ne peut pas détecter un risque. Alors, sauf le risque quand il y a une fuite de gaz, mais bon, ça c'est un peu l'exception. Sur un projet, en tout cas, on ne les perçoit pas. Donc, il va falloir de l'expérience, il va falloir comprendre le projet, il va falloir bien planifier son projet. Parce que c'est en le préparant qu'on va se rendre compte que l'on court des risques. Alors c'est quoi un risque? C'est un aléa, c'est une probabilité d'un événement futur, d'un problème futur, mais aussi peut-être d'une opportunité. On verra que pour le PMBOK, le risque n'est pas forcément négatif. Le risque, ça peut être effectivement un danger, une menace, mais ça peut être aussi une opportunité. Un client vous demande de faire quelque chose en plus sur le projet. Comment vous le voyez? On peut le voir de deux façons différentes. Je peux dire, ah ben non, c'est un risque. Il va déstabiliser mon contenu, il va me faire perdre du temps, ça va me coûter plus cher. Ou je vois les choses différemment, avec les yeux par exemple d'un commercial. Mon client, je vais le satisfaire en lui disant oui, c'est possible de le faire. Il va être content. Ensuite, je vais lui dire ça prend du temps. Il n'est pas idiot, il le sait bien. Et ça coûtera plus cher. Mais il n'a pas dit qu'il avait des problèmes d'argent. Donc, pour le sous-traitant, pour la société de service, elle va peut-être facturer un peu plus son client. Donc, c'est tout positif. Vous voyez, ce qu'on peut voir comme du négatif peut être vu aussi comme du positif. Bien sûr, les réponses à apporter ne seront pas les mêmes en cas d'opportunité ou de menace. La gestion des approvisionnements. Alors, on a appelé ça, le PMI a appelé ça approvisionnement et pas achat, parce que de nos jours, on peut s'approvisionner sans acheter. On peut bien sûr faire le travail par une autre entité que son équipe. On s'approvisionne en interne. On peut aussi acheter, effectivement, à un sous-traitant. Mais aussi, on peut louer des ressources. On peut louer aussi un service, ce qu'on appelle le SaaS, Software as a Service, le cloud. On n'achète pas quelque chose de tangible, on achète un hébergement, on achète un service. Donc, on peut imaginer que sur un projet moderne, on achète, on loue, on sous-traite à différents niveaux. Alors, vous pourrez me dire, oui, mais on a une direction des achats qui s'occupe de ça. Oui, très bien, impeccable, elle va certainement avoir un processus
tout à fait formalisé, donc c'est très bien. Vous devrez vous intégrer bien sûr à ce processus, mais vous devez aussi être vigilant sur vos intérêts, c'est-à-dire les intérêts du projet. Est-ce qu'on ne cherche pas à saigner le client? Est-ce qu'on ne cherche pas le prix le plus bas possible, quitte à avoir une mauvaise qualité, alors que vous-même vous vous êtes engagé sur la qualité? Attention, soyez vigilant. Discutez bien avec vos acheteurs, expliquez-leur le niveau de qualité que vous attendez. Faites vous-même des cahiers des charges d'appel d'offres, d'appel à prestations. Et soyez vigilant bien sûr sur les livrables. Un petit bilan à la fin de la prestation permettra aux acheteurs de reprendre le même fournisseur ou de ne pas le reprendre. Alors pourquoi on fait appel à de la sous-traitance? La première raison, c'est que ça va plus vite. Le sous-traitant, il est disponible souvent, et puis on peut espérer, et puis surtout, il est expert dans son domaine, donc il va très vite quand il travaille. Ça peut coûter plus cher qu'en interne, mais pas forcément, parce qu'il est capable de rationaliser ses coûts, il a des économies d'échelle, il a peut-être des machines qui lui permettent d'avoir une meilleure performance. Dernier domaine de connaissance qui est apparu dans le PMBOK sur la version 5, la gestion des parties prenantes. Alors, on pourrait penser que la gestion des parties prenantes, c'est que de la communication. Ben, pas vraiment, pas seulement. D'ailleurs, autrefois, dans la version 4, les deux étaient ensemble, intégrés. Les parties prenantes étaient gérées dans la communication. Alors oui, il y a de la communication, on ne va pas se mentir, il faut communiquer, c'est sûr. Mais pas seulement, il y a aussi de l'analyse. Je dirais c'est un petit peu le processus psychologique du PMBOK. Pourquoi? Parce qu'on va avoir autant de relations différentes qu'il y a de personnes différentes. Et je dirais même beaucoup plus. Vous verrez qu'il y a une formule qui montre qu'on est plus proche du carré du nombre d'individus. Donc s'il y a de la complexité, il y a une sorte d'explosion combinatoire, mais surtout, chaque individu est différent. Chaque individu va avoir une psychologie et vous devez le respecter. Alors vous pourrez peut-être faire des regroupements sur un gros projet, mais attention, il faut à la fois bien comprendre chaque partie prenante, comprendre comment la satisfaire. Est-ce que vous devez la satisfaire? Est-ce que c'est pas l'inverse? Est-ce que c'est pas elle qui doit vous satisfaire? J'ai envie de dire, pourquoi pas aller dans les deux sens? Et puis surtout, gérer les engagements. Chaque partie prenante doit s'engager à un moment donné du projet. Par exemple, le sponsor s'engage à vous payer. Les utilisateurs s'engagent sur un périmètre fonctionnel. Les développeurs s'engagent sur de la performance technique, sur un résultat. Enfin bref, chacun s'engage à un certain niveau dans le projet. Et vous, vous êtes là pour vérifier que chacun respecte ses engagements. Et vous-même que vous respectez les vôtres. C'est pas facile d'être jugé parti, mais effectivement, ne vous inquiétez pas, il y a d'autres personnes qui vérifieront que vos engagements sont satisfaits, notamment le sponsor, puis votre chef peut-être. Voilà, on a fait le tour des 10 domaines de connaissances. Alors, chaque domaine aura plusieurs processus, puisque 10 domaines, mais 47 processus, donc en moyenne environ 5 processus par domaine. Et ces processus vont soutenir le domaine de connaissance.